Merci beaucoup, Christian. Donc, je répète le titre, traduction automatique dans le projet pédagogique, traduction de sites web vers l'anglais en Master 2 ILTS. Alors, l'objectif de cette communication est de présenter notre expérience de la traduction automatique dans un contexte pédagogique particulier. Il s'agit d'un cours intitulé Traduction de sites web vers l'anglais, dispensé dans le cadre d'un master professionnel N2 ILTS. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de sigles dans cet intitulé et ma collègue Maria Zimina pourra nous expliquer la signification de ce sigle puisqu'elle est une des responsables de la formation. Vas-y, Maria. Alors bonjour, effectivement, je peux revenir sur peut-être présenter le plan en quelques mots et puis expliquer aussi les enjeux de cette formation master, donc ingénierie linguistique traduction spécialisée. Cette formation professionnalisante prépare les étudiants à devenir des traducteurs professionnels. Donc, nous sommes parfaitement conscients des enjeux de la traduction humaine et des compétences multiples qu'il faut acquérir pour devenir un traducteur aujourd'hui, mais nous sommes également dans la dimension traduction outillée, traduction avec apport de corpus, notamment de corpus spécialisé. Donc, dans cette abréviation, ingénierie linguistique et traduction spécialisée, je dirais qu'il y a les deux dimensions, donc la traduction humaine avec toutes les compétences que cela implique, mais aussi l'apport des outils et des compétences sur corpus et outils qui contribuent à la formation en traduction. Voilà. Est-ce que tu souhaites que je présente également le plan de notre Oui, je peux y aller, présentation? je peux y Ouais. aller, et puis je te laisserai la parole après la page 6, si on reste sur la diapo 2. Donc, dans la deuxième partie, nous allons donc donner des précisions sur la place de la traduction automatique parmi toutes les autres activités techniques et technologiques qui ont lieu pendant le cours. Dans la troisième partie, nous allons examiner quelques exemples de traduction relevés lors d'un projet récent. Il s'agit d'un projet mené pendant l'année 2019-2020. Lors de ce projet, nous avons travaillé sur les nouvelles pages de l'Université de Paris, qui n'existent que depuis quelques mois. Alors, il convient de souligner ici que tous les projets de traduction que nous menons à ce niveau relèvent de projets réels, sont souvent accomplis en partenariat avec des institutions universitaires ou des associations caritatives. Une des particularités de ce cours est que nous insistons sur l'architecture complexe de la gestion de projet, un processus qui comporte plusieurs étapes. Donc, comme vous le voyez sur le plan, avant la traduction même, nous procédons à ce que nous appelons un audit du site en question. C'est une étape préalable de tout projet de traduction professionnelle de toute façon, mais nous n'allons pas nous attarder sur cette question ici. La traduction automatique joue évidemment un rôle important lors des premières parties du projet, lorsqu'il s'agit de produire ce que nous appelons la version EN0, c'est-à-dire les résultats bruts de la traduction machine. Après cette étape, il y a potentiellement une infinité de cycles de révision effectués par nos étudiants, mais pour simplifier la présentation, nous distinguons globalement entre les étapes EN1, c'est-à-dire les résultats de plusieurs cycles de post-édition et de correction effectués par nos étudiants, et ensuite l'étape EN2, c'est-à-dire les résultats de plusieurs cycles de révision et de réécriture effectués, encore une fois, par nos étudiants. Alors normalement, le projet s'arrête là et nous livrons la traduction soi-disant terminée. Mais en fait, pour des besoins de comparaison, cette année, exceptionnellement, nous disposons également d'une étape EN3, c'est-à-dire la version finale de la traduction réécrite par la direction de la communication de l'Université de Paris. Et bien sûr aussi, nous avons accès aussi aux pages effectivement publiées en ligne. Et ce que nous allons voir dans les résultats dans quelques instants, c'est qu'il y a de très importantes différences, non seulement entre la traduction automatique et les reformulations effectuées par nos étudiants, mais aussi même entre les recommandations faites par la direction de la communication et les pages qui sont effectivement mises en ligne.
Donc, dans la dernière partie de la communication, nous allons présenter quelques pistes de réflexion. Grâce à l'analyse textométrique, nous sommes en mesure de comparer systématiquement les différences lexicogrammaticales entre les corpus issus de la traduction automatique, les révisions intermédiaires de ces textes. Mais nous tenons à souligner que ces résultats sont encore préliminaires. Pour l'instant, nous nous bornerons à émettre seulement quelques hypothèses. Voilà. Est-ce que je peux te demander de passer à la prochaine page, Maria? C'est la diapo 3. C'est voilà, un extrait de notre brochure. Alors, cette diapo montre les différents objectifs du cours que nous présentons aux étudiants au début d'année. Je vous rappelle que l'objectif principal est de constituer un projet pédagogique transversal recouvrant plusieurs compétences et connaissances qui sont introduites par les autres unités d'enseignement de la formation, gestion de projet, TAO, mémoire de traduction, traduction vers l'anglais, terminologie, outils de linguistique de corpus, révision. Comme nous l'avons dit, le cours présente un défi particulier à nos étudiants. Nous leur demandons de travailler et plus précisément de relire, post-éditer, réviser, éditer des textes en langue anglaise, donc dans leur langue B ou la langue non maternelle, si vous voulez, et ce, à un niveau quasi professionnel. Alors, bien sûr, cela pose la question en fait du statut de cette variété de l'anglais. Nous considérons qu'il s'agit d'une variété de langue qui se situe quelque part entre l'anglais lingua franca et l'anglais de spécialité. Nous sommes donc menés à présenter à nos étudiants des notions et des catégories telles que le genre textuel, le registre, le mode discursif, etc. Il convient aussi de souligner le fait que nous travaillons souvent avec des institutions universitaires et des associations, ce qui fait que les premières pages de ces sites correspondent souvent à des registres et des textes, des genres de textes assez particuliers, des textes dits rédactionnels en français, correspondant à des genres textuels hybrides. Il s'agit de modes discursifs que l'on trouvera notamment dans les communiqués de presse commerciaux, les pages de présentation institutionnelle, etc. Il s'agit de ce que Michael Halliday appelait high value text, donc des textes de grande valeur symbolique et non pas simplement des textes techniques ou pragmatiques. En tout cas, vous verrez dans les exemples que la question du genre textuel, dont il était question ce matin, je crois, est assez compliquée. Enfin, est-ce qu'on peut regarder maintenant la page 4 des diapos 4? Ici, nous voyons quelques détails des objectifs pédagogiques tels qu'ils sont définis par le réseau EMT, European Masters in Translation. Le sigle est le réseau constitué par la Direction générale de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles. Alors, parmi la trentaine de compétences mentionnées par l'EMT, on peut identifier une demi-douzaine de thèmes qui correspondent aux spécificités de notre cours. Vous les voyez à l'écran. Nous demandons notamment à nos étudiants de maîtriser des compétences métalinguistiques afin de pouvoir défendre et expliquer leurs choix traductionnels. Les étudiants doivent donc démontrer une certaine connaissance de la métalangue de la traduction, terminologie, phraseologie, etc. De même pour les compétences technologiques, pour lesquels il faut aussi apporter un regard critique et même aussi des capacités interpersonnelles, professionnelles, savoir travailler en équipe, échanger, communiquer intelligemment avec les clients et les donneurs d'ordre. Tout cela pour nous rappeler que la traduction automatique, c'est une étape, c'est un point de départ dans nos projets, mais ce n'est pas tout, vous l'avez compris. Alors, diapo 5, s'il te plaît. Nous voyons ici en détail une partie de la fiche d'évaluation. Vous pouvez voir que nous demandons en partie à nos étudiants, bien sûr, nous les évaluons sur le produit final, sur la traduction finale, mais aussi sur leur capacité à commenter et en quelque sorte à présenter une autocritique de leur projet pendant l'année. Je ne vais pas passer sur les détails, je crois que je vais avancer. Alors, pour terminer ma partie de la présentation, est-ce que je peux te demander juste de montrer la diapo 6, Maria? Merci. Donc, sur cette diapo, nous présentons les quatre particularités de ce cours par rapport aux autres unités d'enseignement qui font partie de la formation. Nous avons déjà parlé de la transversalité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un cours transversal qui s'appuie sur plusieurs compétences spécialisées, pas simplement purement, en tout cas des compétences traductologiques ou technologiques.
en deuxième lieu, nous parlons de tectonique, tectonique du web ou tectonique textuelle, si vous voulez. Nous utilisons cette analogie pour l'analogie de la tectonique des plaques, n'est-ce pas? Pour souligner le fait que nous travaillons sur des pages en constante évolution. Ce sont des sables mouvants qui posent un problème particulier pour nos étudiants qui sont habitués à travailler traditionnellement sur des textes stables, publiés sur des supports pérennes. Alors, avec des sites comme celui de l'Institut de physique du globe de Paris ou l'Université de Paris, il s'agit plus souvent de textes éphémères qui sont destinés à changer avec une régularité assez fréquente. Alors, nous pouvons peut-être ajouter à ce propos que les clients, les donneurs d'ordre, n'ont parfois pas connaissance des difficultés suscitées par la tectonique des contenus en ligne. Les concepteurs du site web ne sont pas toujours conscients des problèmes logistiques ou même juridiques qui peuvent poser problème pour la création d'un site en parallèle dans une langue B ou C. Ces pages ont besoin d'être maintenues, mises à jour. La mise en parallèle des pages en français, anglais, éventuellement allemand, espagnol et d'autres langues, crée des défis technologiques, mais aussi rédactionnels. Par rapport à le troisième point, là, la non-linéarité du projet de gestion, il convient de souligner ici que le flux de travail du projet de traduction n'est pas linéaire. Il y a ce que nous appelons, nous utilisons le terme commercial, industriel, workflow du projet. Il doit respecter plusieurs impératifs pédagogiques aussi qui complexifient notre tâche. Par exemple, nous pouvons citer l'exemple de la plateforme professionnelle qui est conçue pour la traduction du site web. Il s'agit d'un outil conçu pour des professionnels, mais la plateforme présente toute une série de difficultés pour le cours de traduction. On peut ajouter aussi que les étudiants sont conditionnés par un système éducatif traditionnel où ils et elles rendent leur travail, nous les corrigeons ce travail, ils révisent le travail, etc. Ce serait un cycle parfaitement linéaire, mais en fait, en réalité, dans le cadre d'un projet de ce type, le flux de travail est beaucoup plus fragmenté. Nous verrons peut-être quelques exemples plus tard. Enfin, je crois que j'ai déjà commenté les particularités, les difficultés de l'évaluation de ce projet. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Maria Zimina. Merci Chris. Je vais maintenant passer en revue rapidement les spécificités des outils de traduction automatique et de traduction assistée par ordinateur que nous utilisons dans ce projet. Et je vais commencer par vous présenter notre plateforme de traduction professionnelle appelée Systran Pure Neural Server que nous utilisons avec les étudiants depuis 2-3 ans déjà. Donc, cette plateforme professionnelle qui a été installée sur les serveurs de l'université il y a environ 2 ans, grâce à l'appel au projet pédagogique, nous a permis de mener déjà un certain nombre de projets de traduction collaborative avec les étudiants de Master 2 et LTS. Elle offre plusieurs avantages pour ces projets collaboratifs, notamment la possibilité de veiller à la cohésion de projets collaboratifs. Elle restitue les formats multiples que nous rencontrons dans ces projets, les textes au format PDF, HTML. Nous pouvons également prévisualiser des pages web. Les étudiants ont accès donc à le rendu final, la page telle qu'elle sera présentée sur le site de nos partenaires. Finalement, cette plateforme aussi intègre les fonctionnalités de traduction automatique personnalisée avec possibilité notamment d'intégrer des dictionnaires de terminologie, dictionnaires de normalisation et mémoire de traduction. Nous avons également des fonctionnalités de localisation, par exemple la gestion de fichiers audio avec retranscription et traduction automatique de ce type de fichiers. Voilà comment se présente une page web entièrement traduite automatiquement sur le serveur. Alors, bien évidemment, cette traduction n'a pas encore été post-éditée. Il s'agit d'une toute première version que nous appelons dans ce projet EN0. Et dans le menu contextuel, l'utilisateur a la possibilité d'intervenir pour éventuellement cerner les problèmes posés par cette première version, évaluer la qualité de la traduction et les commentaires seront sauvegardés dans le workflow, dans le projet. Et maintenant, cette même page, mais cette fois-ci, telle qu'elle apparaît actuellement sur le site de l'un de nos partenaires, l'Institut de physique du globe de Paris. Alors, comme vous pouvez le voir, tout en bas, une mention indique la traduction effectuée avec les étudiants
Master 2 ILTS, Translation Revision carried out by the Masters 2 ILTS team. Alors, cette mention est importante, bien évidemment, car elle reconnaît l'investissement et le travail des étudiants, mais elle est également importante pour nous sur le plan pédagogique, car il s'agit d'un engagement de la part de nos partenaires, un engagement de réactivité, de collaboration, d'échange avec nos étudiants qui est finalement indispensable pour la réussite de ce projet. J'ai mentionné tout à l'heure la traduction automatique personnalisée. Donc voilà quelques précisions, quelques illustrations. Dans le cadre de ce projet, nous avons un certain nombre de ressources linguistiques qui pourront être intégrées au profil de traduction automatique. Il s'agit notamment de dictionnaires bilingues. Par exemple, vous avez à droite ici les remontées des dictionnaires de Sistran pour le terme flanc en français. Donc vous avez slope, inside, mais c'est le terme flank en anglais qui est retenu dans la traduction automatique en violet, car il est enregistré dans le dictionnaire utilisateur et donc il s'applique par défaut lors de la traduction automatique, lors de la première traduction utilisée comme point de départ dans ce projet. Et bien évidemment, cette partie peut également être enrichie par les mémoires de traduction issues des projets précédents. Ce n'est pas parce que nous avons cette fonctionnalité de traduction automatique disponible sur cette plateforme de traduction que les circuits, la logistique de projet est forcément plus simple ou simplifiée par la présence de cette première version, de cette pré-traduction. Bien au contraire, nous sommes face à un projet avec plusieurs flux de données de traduction, des flux de données complexes qui nécessitent donc plusieurs engagements, plusieurs compétences de la part de nos étudiants. Et nous avons donc plusieurs rôles qu'ils jouent dans ce projet. Le cœur du métier, le rôle principal, c'est bien évidemment celui de traducteur, mais aussi réviseur. Donc, c'est un binôme qui travaille en étroite collaboration. Chaque étudiant est traducteur, mais aussi réviseur, qui intervient donc en post-édition, révision de la première traduction. Nous avons également des responsables d'audit qui identifient des pages prioritaires à traduire sur tel ou tel site web. Nous avons un rédacteur de contrat qui est en charge de la signature de l'accord de principe avec les propriétaires de sites web. Mais nous avons aussi des gestionnaires de tâches qui suivent les tâches tout au long du projet, l'équipe de terminologie en charge de gestion de ressources linguistiques associées au profil de traduction, qui harmonise des pages, qui contrôle la qualité, qui gère les entrées de la mémoire de traduction. Et bien évidemment, le responsable de communication, ou plutôt les responsables qui assurent la gestion de communication entre les enseignants, l'équipe de traduction, les propriétaires du site, etc. Donc, plusieurs rôles, plusieurs compétences. Et pour illustrer ce fonctionnement, cette organisation, nous allons nous appuyer dans cette dernière partie de notre communication sur le projet que nous avons mené en 2019-2020 en collaboration avec l'équipe de direction de communication de l'Université de Paris, un projet particulièrement intéressant qui, je pense, a beaucoup intéressé aussi bien les enseignants que les étudiants, car il s'agit d'un projet qui nous a permis d'assister, de travailler sur la naissance de cette nouvelle identité discursive de toute nouvelle université. Et je pense que ce projet a eu beaucoup d'impact sur notre réflexion sur la révision, sur les cycles de révision. Et c'est pour ça, je pense que nous l'avons choisi aujourd'hui pour illustrer ces circuits de révision multiples. Alors, je vais commencer par vous parler des données que nous avons pu récolter grâce à cette collaboration, grâce à ce projet. Alors, il s'agit bien évidemment des données issues de la traduction automatique, qui est notre première version, de la traduction-révision effectuée par les étudiants ILTS, mais aussi d'un troisième volet, révision professionnelle par une professionnelle de communication anglophone de l'équipe de la direction de communication de l'université. Donc, ces trois volets réunis dans un corpus parallèle de plusieurs versions seront maintenant analysés dans cette dernière partie de notre communication. Et je vais commencer par une toute première comparaison. Il s'agit ici de l'analyse textométrique de deux versions, la traduction automatique, donc la traduction réalisée par Sistran, et la traduction révision de l'équipe de nos masters ILTS, UN1 et EN2. Alors, qu'est-ce que j'entends par analyse textométrique? Donc, la textométrie aux statistiques textuelles, c'est l'analyse de données, l'analyse statistique des données textuelles. Et ici, il s'agit des premiers relevés
sur ce corpus qui était en plus annoté avec des outils de traitement automatique de langue en catégorie morphosyntaxique. Sur cette visualisation, vous avez les premiers résultats de comparaison de deux volets qui attestent par exemple clairement de la surreprésentation caractéristique des formes verbales dans la traduction-révision de nos étudiants. Donc, ce matin, nous avons évoqué des unités qui circulent, qui sont utilisées par les chercheurs en traitement automatique des langues. Et je crois que c'est une illustration de ce qu'on peut appeler une séparation très nette entre des unités effectivement dénombrables qu'on peut compter dans les corpus et aussi des analyses qualitatives qu'on peut ensuite effectuer en s'appuyant sur l'apport de ces méthodes, sur les éclairages quantitatifs qui sont apportés par ces méthodes d'analyse. Je vais vous montrer par exemple cette fois-ci un retour contextuel effectué donc à partir de ces premiers constats et l'analyse textométrique. Il s'agit cette fois-ci du repérage des unités et de suites d'unités de catégories morphosyntaxiques repérées en tant qu'unités caractéristiques de la traduction révision ILTS. Vous les avez à gauche dans une liste de catégories qui se suivent. Et puis à droite, les résultats de la lecture textométrique différentielle de ces mêmes catégories caractéristiques, mais cette fois-ci avec ils sont avec projection en contexte, donc les unités caractéristiques sont surlignées automatiquement par l'outil d'analyse textométrique. J'ai utilisé ici le Trammer pour effectuer cette analyse et sa version en ligne eTrammer. Je vais peut-être maintenant passer la parole à Chris pour les résultats, pour vous présenter, qui va vous présenter donc les résultats de nos analyses et qualitatives de ces premières comparaisons, donc premières hypothèses, et puis la comparaison aussi avec la révision professionnelle que nous avons aussi intégrée dans ces séries de comparaisons. Chris ? Merci beaucoup Maria. Nous sommes toujours sur la page 14, c'est bien cela. Alors, si vous pouvez déjà voir dans les données, dans les exemples, beaucoup de formes en VING. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que nous identifions non seulement des éléments individuels qui sont saillants ou statistiquement significatifs, mais nous nous intéressons surtout aux schémas qui sont associés. Il en était question ce matin, je crois que Jean-Louis Vaxelaire en avait parlé aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'identifier des éléments isolés, mais de s'intéresser aux constructions qui s'en servent comme pivot, parce que souvent ces éléments-là constituent des constructions régulières, des régularités phraséologiques qu'on va pouvoir identifier. Alors, ce ne sera pas tout à fait étonnant pour les spécialistes de la linguistique comparative ou les traductologues, parce qu'on le sait, et d'ailleurs on le sent de toute façon intuitivement quand on enseigne la traduction dans les deux sens, bien sûr, mais pour moi ce serait vers l'anglais, que les formes verbales sont employées plus souvent, simplement parce que les nominalisations de procès en français seront souvent, pas dans tous les registres et pas dans tous les genres, mais souvent représentées en anglais par des structures équivalentes qui correspondront à des propositions, donc des structures plus longues, mais qui correspondent à des propositions impliquant au moins la forme du verbe, une forme du verbe de ce type-là. Donc, et je crois que pour terminer, ce que nous allons voir sur les prochaines diapos, en fait, ce sont des exemples de ce type de reformulation. Alors, ce qui est très important de souligner, c'est qu'il y a une espèce de lutte à la corde, il y a une espèce de bataille entre la traduction automatique, les versions qui sont déterminées par nos étudiants et nous-mêmes, et qui correspondent souvent à l'analyse de corpus, à l'observation de corpus, l'observation de bases de données terminologiques, etc. Mais aussi, il y aura l'influence et, si je puis dire, l'ingérence ou la participation, en tout cas, de notre collaboratrice à la direction de la communication, qui va tirer dans un autre sens, un troisième sens, et même une quatrième variante, une quatrième version sera finalement sélectionnée pour publication en ligne. Voilà, sur la diapo 15, vous avez un exemple. Sur cette diapositive, nous voyons un exemple de traduction et de reformulation
sur le nouveau site de l'Université de Paris. Il s'agit ici, en l'occurrence, de l'intitulé d'une page principale de l'Université de Paris destinée à toutes les étudiants, tous les étudiants, intitulée Césure dans sa version française. Là, nous avons donc la version anglaise qui est commentée par notre interlocutrice. Donc, nous avons produit une traduction et soumis cette traduction, mais le travail n'est pas terminé parce que la direction de la communication commente directement dans le document. Vous voyez ici la proposition de notre collègue qui préfère une structure verbale, une structure propositionnelle. Je ne vais pas m'attarder sur les détails, on peut revenir là-dessus. Si vous voulez, je présente le prochain exemple. C'est l'exemple, je crois qu'on l'a appelé exemple 1. Donc là, nous avons un très, très bel exemple d'hésitation terminologique. Là, c'est une page destinée aux étudiants handicapés. Et si nous regardons en particulier la sous-section Planning Your Studies, que vous voyez à la droite de la diapositive, vous verrez un très bel exemple d'une reformulation employant une construction propositionnelle. Alors qu'en français, à l'origine, en version originale, nous avons aménagement d'études. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par aménagement d'études? La traduction automatique nous a proposé Educational Development. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout l'équivalent de la version anglaise, la version française, je veux dire. Aménagement d'études, c'est demander des aménagements de ces études et éventuellement de ces évaluations, des examens, plus de temps pour les examens, etc. Très bel exemple donc d'erreurs terminologiques introduites par la traduction automatique. Alors, par grand malheur, et c'est malheureusement assez typique, et nos étudiants et moi-même, par extension, parce que je suis censé corriger ce genre d'erreur, ont choisi de traduire aménagement d'études ou reformuler educational development, peut-être. Il faudrait étudier l'historique qui est conservé. Par student accommodation. Alors, student accommodation, le mot accommodation, hors contexte, pourrait très bien traduire aménagement. Mais en l'occurrence, la colocation student accommodation, tous les anglophones vont reconnaître qu'il s'agit du logement pour étudiants. Donc, encore une fois, une erreur terminologique. Finalement, enfin non, pas finalement, finalement, nous soumettons cette version sans avoir corrigé la faute et notre collaboratrice de la direction de la communication se rend compte qu'il y a un problème. Très bien, c'est très bien. Elle propose par contre une autre traduction qui est aussi, elle, ambiguë. Student Development Plan, c'est très ambigu. C'est peut-être mieux, c'est surtout mieux que Student Accommodation, mais ce n'est pas la proposition qui est finalement retenue en ligne, qui est en fait cette fameuse forme verbale qui est peut-être beaucoup plus transparente, mais qui ne traduit pas forcément exactement bien non plus le terme aménagement d'études, planning your studies. Peut-être un autre exemple, si nous avons le temps, l'exemple 2, ici, là, notre exemple, cette fois, on peut considérer qu'il s'agit d'une hésitation à la frontière entre terminologie et phraséologie. Cet exemple est tiré, elle aussi, de la page concernant les étudiants handicapés. On note en premier lieu que le français adopte une construction nominale exprimant un procès, l'accueil, le mot accueil, le mot accompagnement, c'est une structure tout à fait typique de ce type de discours, s'engage pour un accueil et un accompagnement personnalisé de ses étudiants. C'est des nominaux qui passent comme une lettre à la poste discursivement en français, mais c'est lourd en anglais. La version, parfois la traduction automatique se débrouille bien et dénominalise, verbalise, si je puis dire, ces structures. Mais en l'occurrence, non, parce qu'on a is committed pour la traduction EN0 to a personalized welcome and support. Alors, nos étudiants eux-mêmes ont choisi de reformuler cela et proposent une structure qui utilise une chaîne verbale, committed to providing personalized reception. Donc, vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants et notre collaboratrice dans la direction de la communication choisissent ce verbe passe-partout
qui figure en tête de liste de toutes nos comparaisons systématiques. Ce verbe passe-partout, ce verbe dit transitif provide, qui a bien sûr ses origines latines en anglais, mais qui est très porteuse de signification dans le discours bienveillant, peut-être politiquement correct et surtout technocratique de ce type de discours institutionnel. Est-ce que nous avons le temps pour encore un exemple? Parce que nous pouvons multiplier les exemples. Nous avons beaucoup d'exemples. On a bien dépassé le temps là, quand même. Ah, d'accord. Nous avons dépassé? Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Dans ce cas-là, donc, pour terminer et pour conclure, je crois qu'il suffit effectivement de dire que nous pouvons multiplier les exemples. Les exemples sont très similaires. Ils ne vont pas du tout dans le même sens, mais ils témoignent pratiquement dans tous les cas d'une indétermination de la traduction. Il existe, la traduction automatique ne résout pas tous nos problèmes. Au contraire, la traduction automatique crée beaucoup de travail. Nous aurons toujours beaucoup de travail dans nos cours de traduction en licence, en master, à ce niveau même, à la fin d'une formation, vers la fin de la formation de traducteur professionnel. La traduction automatique, en fait, nous permet de travailler sur beaucoup de données et nous aide à identifier les données, mais ne résout pas tous les problèmes. Vous voyez ici, de multiples façons de reformuler, dont nous avons besoin de reformuler ces textes pour les adapter à un discours qui a besoin d'être très, très bien confectionné pour ce type de texte public de très grande valeur symbolique. Je vous remercie de votre attention.